Stephen Daman. Stephen Craig Daman est né le 15 décembre 1952 de ses fiers parents Jerry et Marilyn. Bien qu'il soit né dans le Michigan, le couple a déménagé à Long Island, New York, où Jerry était stationné dans le cadre de sa carrière dans l'armée de l'air. Stephen n'avait que 2 ans à cette époque. Le 31 octobre 1955, Halloween, Marilyn est allée au supermarché local avec ses 2 enfants, Stephen et sa sœur de 7 mois, Pamela, qui était dans une poussette. Ils n'étaient qu'à un pâté de maison et demi de leur maison. Bien que cela semble extrêmement absurde à faire maintenant, à l'époque, il était socialement acceptable pour une mère occupée de laisser ses enfants à l'extérieur du magasin pendant qu'elle se rendait à l'intérieur pour quelques brèves courses. Dans ce cas, Marilyn a laissé ses 2 enfants à la porte et est entrée pour acheter une miche de pain. Quand elle est sortie, juste 10 minutes plus tard, les 2 avaient disparu. Heureusement, Pam a été rapidement retrouvée dans sa poussette par un ami de la famille qui l'a ramenée à sa mère affolée. Mais Stephen, 2 ans, était introuvable. La police a rapidement été alertée et une grande chasse à l'homme a rapidement été lancée avec même la participation de l'armée. 5000 bénévoles ont aidé à chercher le garçon disparu, mais aucun signe de lui n'a jamais été trouvé. Puis Jerry et Marilyn ont commencé à recevoir des lettres de rançon. La première demandait $3000 pour le retour en sécurité de Stephen. La suivante demandait 10 000 et la dernière en demandait 14 000. Alors que le couple désemparé tentait de se conformer aux exigences de l'enlèvement de leur fils, il s'est vite avéré que les lettres étaient une supercherie et avaient été écrites par un étudiant du Queens College à New York City. L'étudiant n'avait rien à voir avec l'enlèvement et était simplement un opportuniste. Pour Marilyn et Jerry, les espoirs d'être réunis avec leur fils bien-aimé ont soudainement été anéantis. À un moment donné, on a pensé que le célèbre John Doe de Philadelphie, le garçon dans la boîte, pourrait être l'enfant disparu. Tous 2 étaient blonds, aux yeux bleus avec les mêmes cicatrices, mais John Doe, qui a été trouvé en 1957, n'avait pas la même fracture du bras guéri que Stephen. Il n'avait pas non plus les mêmes empreintes de pieds. En 2003, l'acide désoxyribonucléique a prouvé de manière concluante que John Doe n'était pas Stephen Damon. Les théories relatives au cas de Stephen sont très limitées, compte tenu du peu de preuves trouvées sur les lieux. Il n'y avait aucun témoin, ni preuve médico-légale. Des détectives en ligne ont suggéré qu'il a peut-être été enlevé pour être élevé par une autre famille. Mais si c'était le cas, pourquoi n'aurait-il pas également pris Pam ? Il a été supposé que peut-être l'abducteur a été débordé en essayant de maîtriser un bambin turbulent ainsi que la poussette et a décidé de laisser Pam parce qu'elle ne se souviendrait de rien et ne serait pas en mesure de les identifier de quelque manière que ce soit. Il a également été postulé que peut-être Stephen a tenté de promener la poussette, mais elle a été soit attirée ailleurs, soit s'est ennuyée et s'est égarée. Il aurait pu avoir un accident ou se perdre. D'autres, cependant, ont contesté cela étant donné la nature encombrante des poussettes des années 1950 et la hauteur plutôt élevée de la barre utilisée pour les pousser. Un autre détail intéressant était la fracture du bras guéri que Stephen avait. De nombreux détectives de fauteuil se sont demandé si c'était un accident ou s'il s'agissait de maltraitance physique. Cela a conduit à l'idée que peut-être Marilyn était impliquée dans la disparition de son fils. Une vidéo sur YouTube a été étroitement liée à l'affaire de Stephen dans laquelle une femme âgée prétend qu'elle est l'ancienne voisine des Damon et affirme que Marilyn était abusive envers son fils. Elle a affirmé avoir été témoin de violences physiques et l'avoir signalé. Elle a ajouté qu'elle soupçonnait que le corps avait été enterré sous une allée qui était en construction à l'époque. Cependant, il manque bien sûr des preuves physiques et la vidéo n'inclut aucune preuve des liens de la vieille dame avec la famille Daman. Donc tout cela est allégué et doit être pris avec des pincettes. De nombreux détectives en ligne n'accordent pas beaucoup de crédit à cette vidéo. On ne sait pas si les autorités sont au courant de cette vidéo et si elles l'ont entièrement enquêtée ou non. L'affaire de Stephen a pris un autre tournant en 2009 quand un homme nommé John Barnes s'est présenté en prétendant qu'il pourrait être le garçon disparu. John, un quinquagénaire du Michigan, avait la même cicatrice au visage et le même grain de beauté au mollet que Stephen. Il prétendait qu'il ne s'intégrait jamais à sa famille et qu'il ne ressemblait en rien à ses parents, mais sa sœur contestait vivement cela. Qui a noté que tout le monde disait qu'il ressemblait beaucoup à son père. John a ajouté que Marilyn lui semblait familière quand il a vu une photo d'elle des années 50.
Selon John, sa curiosité a été piquée lorsque sa mère, qui mourait d'un cancer du poumon, lui a demandé de venir lui rendre visite seule. Il a accepté, et bien qu'elle ne lui ait jamais dit franchement, il est devenu convaincu qu'elle essayait de lui dire qu'elle n'était pas sa mère biologique. John a dit que sa mère était trop droguée pour vraiment le dire, mais il était sûr que c'est ce qu'elle essayait de communiquer. Il en a été d'autant plus certain lorsqu'il a fait des recherches sur les enfants disparus et est tombé sur les informations de Stephen. Alors que le père et la sœur de John étaient des stupéfaits qu'il pense ne pas être liés à la famille, il restait confiant. Il a rencontré Pam, maintenant adulte avec ses propres enfants, qui a noté qu'elle ne pensait pas qu'il était son frère, mais les deux sont devenus de proches amis malgré tout. La même année, un test acide désoxyribonucléique a été effectué par le Federal Bureau of Investigation. Il a été découvert que John n'était pas le Stephen Damon disparu, laissant la famille dans l'incertitude une fois de plus. Les mises à jour sur le cas de Stephen sont rares et espacées. Après sa disparition, Marilyn et Jerry Damon ont déménagé en Iowa avant de divorcer en 1957. Jerry continue de vivre là-bas où il s'est remarié et a eu 2 autres fils tandis que Marilyn vit maintenant dans le Missouri. Jerry a dit qu'il espère un jour découvrir ce qui est arrivé à Stephen ce soir d'Halloween de 1955. Mais pour l'instant, son cas reste non résolu. Chaim Weiss avait 15 ans en 1986. Jeune garçon intelligent et studieux, Chaim avait passé les 2 dernières années et demie de sa vie à la Torah High School à Long Beach, New York. Cette école privée était spécialement conçue pour les garçons juifs et mettait l'accent sur les principes religieux et éthiques du judaïsme orthodoxe. Selon tous les contes, c'était un garçon populaire et bien aimé sans ennemi connu, ce qui rend son meurtre à Halloween 1986 d'autant plus choquant. Le matin du 1er novembre, le détective Don Daly a été appelé à l'école pour enquêter lorsque Chaim Weiss a été retrouvé mort dans sa chambre de dortoir. Le jeune de 15 ans avait reçu un coup à l'arrière de la tête pendant qu'il dormait avec ce qui était au début une arme inconnue, bien que des rapports ultérieurs aient été notés que les petites coupures sur sa tête pourraient indiquer qu'un objet ressemblant à une hache a été utilisé. Il fut exécuté dans son sommeil et selon les preuves dans la pièce, avait été déplacé sur le sol avant d'être déplacé à un autre endroit sur le sol de la pièce. Malgré le froid dehors, la fenêtre de Chaim était ouverte. Ces 2 facteurs ont souvent conduit à la théorie que celui qui a tué Chaim était familier avec les traditions de sa religion. Car son corps avait été déplacé vers son point le plus bas et le plus frais, et la fenêtre avait été ouverte pour permettre à son esprit de sortir. Il n'y avait aucune preuve de vol dans la chambre de Chaim, ni aucun signe de lutte. Comme le jeune garçon vivait au 3e étage, il était considéré comme impossible pour l'intrus d'être entré ou sorti par la fenêtre sans une échelle, qui aurait probablement été repérée par d'autres étudiants. Un des élèves de l'école a également noté que le coupable aurait dû manœuvrer à travers plusieurs salles communes et couloirs, passer d'autres élèves et enseignants pour arriver au dortoir de Chaim. Pour de nombreux détectives en ligne, cela a indiqué que le meurtre du jeune garçon devait avoir été commis par quelqu'un qui connaissait bien le bâtiment et qui pouvait passer inaperçu. Après le décès de Chaim, une bougie commémorative a été placée dans sa chambre avant qu'elle ne soit scellée. 2 jours plus tard, une autre bougie est apparue, mais étrangement, lorsque l'on a demandé, personne n'a revendiqué la responsabilité de l'avoir placée là. Bien que l'on pense que cela a été fait par un rabbin distrait et étourdi, c'est toujours un détail étrange mentionné dans la plupart des articles concernant le cas du jeune garçon. En raison du Shabbat juif en cours, le détective Don Daly n'a pas pu immédiatement interroger les élèves et les enseignants de l'école. Cependant, quand il a finalement pu le faire, la population de l'école a montré une certaine réticence à répondre. On pensait que cela était dû à des restrictions religieuses qui signifiaient qu'ils ne pouvaient pas se manifester sans preuve concrète ou un autre témoin corroborant leurs affirmations. Bien que cela ait dû être incroyablement frustrant pour les forces de l'ordre local enquêtant sur l'affaire, il n'y avait pas grand-chose à faire à ce sujet. Bien que peu de progrès aient été réalisés sur ce front, Don a réussi à reconstituer les dernières heures de la vie de Chaim. La nuit d'Halloween, le jeune de 15 ans a quitté la classe avec ses amis pour assister à des services. Il est retourné dans son dortoir après. Notamment, Chaim était l'un des 2 garçons qui n'avaient pas à partager sa chambre.
Alors que la plupart des élèves partageaient avec une ou deux autres personnes, Caïm était une exception à cela. On ne sait pas exactement ce qui rendait un élève éligible à cet avantage. Le 31 octobre, plusieurs heures après être retourné dans sa chambre, le jeune garçon a été vu par ses camarades de classe lisant dans le couloir. C'était normal car les étudiants ne laissaient pas leurs lumières allumées dans leur chambre pendant le sabbat. Caïm a été vu vivant pour la dernière fois vers 1h du matin cette nuit-là. Aucun étudiant n'a signalé d'activité suspecte ou anormale. Alors qu'un garçon a observé à un moment donné pendant la nuit que la porte de la chambre de Caïm s'ouvrait et se fermait rapidement, il a supposé que c'était juste ses colocataires, ignorant que Caïm vivait seul dans la chambre. Au total, environ 40 étudiants et rabbins ont subi des tests de polygraphe, mais cela n'a pas aidé à faire avancer l'enquête. Comme nous l'avons mentionné de nombreuses fois, les tests de polygraphe sont notoirement peu fiables et bénéficient rarement à une enquête. Un autre témoin, un jogger, avait vu un étudiant de l'école sur la promenade aux alentours de 7h du matin, le matin du 1er novembre, et a noté que le jeune garçon semblait déplacé. Mais cet étudiant n'a jamais été identifié et on ne sait pas s'il a une quelconque pertinence pour l'affaire. La liste des suspects dans l'affaire de Caïm était très courte. Avec si peu d'éléments, la police a eu du mal à trouver des réponses et disposait de très peu de preuves qu'elle pouvait utiliser pour progresser dans l'enquête. Un suspect était un ancien concierge de l'école avec qui Caïm aurait eu un accrochage, tandis qu'un autre était un homme mentalement malade qui avait attaqué plusieurs personnes âgées dans leur maison près de l'école cette année-là. Cependant, ces deux individus ont été rapidement écartés. En 2013, l'affaire du jeune de 15 ans a été rouverte et plus d'une centaine d'anciens élèves ont été interrogés. Puis en 2015, la police a annoncé sa conviction qu'un élève ou un membre du personnel avait été l'auteur du crime. Bien que les théories précédentes aient spéculé que Caïm avait été la cible d'un crime de haine, cette idée a été rapidement écartée car il avait clairement été ciblé de manière très spécifique. En novembre 2017, le père de Caïm, Anton, a été interviewé par une station de nouvelles et a rappelé plusieurs incidents étranges lors de la montée vers la mort de Caïm. En juillet 1986, quelques mois seulement avant la mort de Caïm, il a appelé son père depuis le camp d'été et a demandé s'il pouvait rentrer à la maison. Anton a rapporté que son fils pleurait à ce moment-là et semblait profondément troublé, mais il était en vacances en Floride à ce moment-là et ne pouvait pas venir chercher Caïm. Lorsqu'il s'est arrêté au camp sur le chemin du retour, il a rapporté que le jeune de 15 ans semblait bien et tout semblait aller bien. Il n'a donc pas pensé à autre chose. Puis en août, alors que Caïm était absent pour rendre visite à ses grands-parents en Europe, son directeur, le rabbin Avram Cooper, a appelé Anton à plusieurs reprises, demandant quand son fils serait de retour à la maison. À une autre occasion, le rabbin a demandé à Anton d'amener son fils chez lui pour qu'il puisse le parler seul. Après la réunion de 10 minutes, Caïm était retourné auprès de son père, mais a refusé de lui dire de quoi ils avaient discuté. En raison de ces détails, Anton Weiss pense que le rabbin Cooper a des informations sur le meurtre de Caïm qu'il n'a pas divulguées. De nombreux détectives en ligne soupçonnent son implication dans le meurtre, surtout qu'il semble évident que l'adolescent de 15 ans n'a pas seulement été ciblé, mais que sa mort est l'œuvre de quelqu'un de l'intérieur de l'école. Cette ligne de pensée a été amplifiée lorsque la famille Weiss a poursuivi le lycée Torah pour ne pas avoir assuré la sécurité de Caïm. Ce procès a eu lieu lorsqu'il a été découvert qu'il n'y avait pas de conseiller de dortoir assigné cette nuit-là et que la serrure de la porte arrière du bâtiment du dortoir avait été cassée et jamais remplacée. Pendant ce temps, le rabbin Cooper aurait dit à Anton qu'il devrait réfléchir à tous les mauvais actes qu'il aurait pu commettre, comme un moyen de réfléchir à pourquoi un malheur était tombé sur sa famille. Ces dernières années, un ancien élève s'est manifesté affirmant qu'un rabbin de l'école l'avait physiquement maltraité, le soumettant à de fréquentes violences. Il a allégué que le rabbin Cooper était au courant de cela, mais n'a rien fait pour l'arrêter. Ces abus ont eu lieu environ une décennie avant le meurtre de Caïm. L'étudiant avait 14 ans à l'époque et n'est resté qu'environ 1 an à l'école avant de partir. Il est également noté qu'un autre étudiant s'est pendu dans les douches plusieurs années avant la mort de Caïm, bien qu'on pense qu'il souffrait de dépression sévère. On ne sait pas si cet étudiant avait un lien quelconque avec les allégations d'abus ou si ces allégations ont été minutieusement enquêtées. En l'état actuel des choses, malgré les efforts de la police locale, le meurtre brutal de Caïm reste non résolu. Et voilà les faits.
Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Si vous voulez plus de contenu sur les crimes réels, écoutez le podcast Détective de Cold Case. En suivant le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Restez alerte, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.